Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc ambassadeur Sony, mais également créateur du Sony Alpha Block, où vous pouvez retrouver tous les tests des optiques pour la monture E et également des tests de trépied, flash, d'autres accessoires vidéo. Vous retrouvez donc sur le blog tout ce qui peut se mettre sur la monture E. Et également, vous avez 15 000 images d'exemple pris avec tous les objectifs pour aider dans vos choix et également des vidéos faites pour chacun de ces objectifs qui vont vous aider à mieux choisir vos objectifs. Mais pour aujourd'hui, le sujet, ce sont les menus Sony. Donc, l'agenda du jour sera d'abord la structure des menus. Ensuite, je couvrirai les 4 étapes pour paramétrer votre boîtier selon vos besoins, avec les paramètres à régler une fois pour toutes, les boutons personnalisables, le menu FN et l'option My Menu. Et je couvrirai également certaines autres fonctions si on a assez de temps. Donc, les menus que je vais présenter sont sur base du A7R4, qui est un des plus complets d'un point de vue menu. Donc, il y a quelques options en plus sur le A7R4 qui ne se retrouveront pas dans le A7III ou d'autres, mais 90%, 90% est commun. Et je préciserai quand il y a des fonctions spécifiques au A7R4. La plupart des remarques s'appliquent également au A6000 qui ont des menus également très similaires. Donc, le premier onglet correspond principalement aux paramètres liés à la photo et quelques petites fonctions communes comme la couleur. Le RA2, qui est le second tab, correspond à la vidéo et toutes les fonctions communes photo-vidéo. Le troisième tab, c'est tout ce qui est réseau, connectivité, lien avec smartphone, lien avec Bluetooth, etc. Le quatrième, c'est l'affichage. Cinquième, les paramètres système. Et le sixième, c'est un menu qu'on peut paramétriser à son goût, qui est donc le My Menu, le Mon Menu. Il y a donc plus de 200 paramètres avec parfois des sous-menus, ce qui rend son utilisation un peu complexe à premier abord, mais le but n'est jamais d'utiliser le menu en permanence. Le but, c'est de maîtriser le menu pour améliorer l'ergonomie en fonction de vos besoins. Donc, un des grands principes, c'est d'éviter les redondances. Donc, qu'une fonction n'existe qu'à un seul endroit. Donc, il est inutile d'avoir les ISO 3 endroits différents, sinon on n'est pas optimum d'un point de vue ergonomie. Également, si l'on shoot en RAW,
il est inutile d'avoir des fonctions qui sont particulières au JPEG. Du genre la balance des blancs, si vous ne faites pas de JPEG et que vous shootez en RAW, on peut éliminer la balance des blancs des boutons pour gagner un bouton qu'on puisse paramétriser avec quelque chose de plus utile. Et donc, les fonctions qu'on utilise tout le temps, on essaye de les avoir en accès direct avec les boutons C1, C2, C3, C4, les flèches, les boutons AEL, etc. Les fonctions qu'on utilise un tout petit peu moins souvent, on essaye de les mettre dans le menu Fonctions. Et là, on peut paramétriser 12 fonctions qu'on peut appeler en un clic. Et puis, les fonctions qu'on utilise peut-être une fois tous les 2-3 jours ou une fois par mois, on peut les mettre dans Mon menu. Et une fois qu'on a fait ça, si on le fait vraiment en fonction de son profil, son besoin, on n'a quasiment jamais plus besoin de retourner dans les menus complets. Donc ça, c'est un peu la stratégie d'optimisation que je vais vous présenter. Je vais commencer par certains paramètres qui doivent être réglés une fois pour toutes. Donc, on les règle une première fois et en général, on n'y touche plus jamais. Les menus qu'on a l'habitude de voir ici en français sont parfois assez mal traduits. Donc, moi, je préfère les avoir en anglais. Je trouve que les explications, en tout cas dans les menus, sont plus claires en anglais. Donc, si vous comprenez quand même un peu l'anglais, je vous recommande plutôt de mettre ce menu en anglais, c'est beaucoup plus clair. Je vous rappelle qu'il y a également un mode d'emploi en PDF qu'on peut télécharger, qui fait près de 600 pages. Moi, je l'ai toujours sur mon smartphone et pour trouver une fonctionnalité un peu avancée, je fais une recherche et je trouve l'explication. Donc ça, c'est un petit truc à faire, télécharger les modes d'emploi PDF de tous vos boîtiers. Ça vous permettra d'avoir les explications sur certains comportements de votre boîtier qui sont parfois un peu bizarres en fonction de la situation. Alors, commençons par le menu caméra. Donc, il y a 15 onglets. Ici, je vais couvrir uniquement les options à configurer une seule fois. Je couvrirai après la personnalisation du boîtier. Donc, un format RAW compressé. La fonction APS-C Super 35 mm, par défaut, elle est sur Auto, mais je préfère l'avoir sur Off par défaut. Pourquoi? Ça fonctionne très bien avec des optiques purement Sony, mais quand on met parfois des optiques Sigma ou Voglander ou des optiques manuelles, le boîtier peut switcher parfois en APS-C de manière automatique et pas correcte. Donc, je préfère faire le switch moi-même quand nécessaire. La réduction de bruit pause longue, en général, je la mets sur On. L'espace colorimétrique, pour avoir le maximum de gamme de couleurs, je le mets sur Adobe RVB. Ceci n'est pas utile. Ok. Alors, quelque chose de particulier au A7R4 qui est très très utile, c'est la limite des zones de mise au point. Donc, vous savez qu'il y a énormément de modes de mise au point, global, par zone, central, flexible spot, expand flexible spot, etc. En fonction de votre usage, vous allez souvent en utiliser 2, 3 et la plupart des autres, en général, vous ne les utiliserez que très très rarement. Et donc, le A7R4 et le A92 permettent de décocher les modes que vous n'utilisez pas. Donc, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'utilise principalement le Flexible Spot, ici en small ou large, la zone large, et les autres modes, je n'en ai pas besoin, donc je les ai supprimés. Et donc, on a deux lignes, une fois pour en AFS et une fois en AFC pour le mode tracking. Donc, je reviens
en arrière. Donc, une petite option dans le réglage AF, visage, yeux, qui n'est pas mise par défaut, c'est l'affichage cadre sur le visage. Donc, c'est une option qui est off par défaut, que je recommande de mettre sur on. Comme ça, en plus du petit point sur les yeux, quand les yeux ne sont pas visibles, mais qui reconnaît quand même le visage, on aura quand même un cadre autour du visage qui est pris pour la mise au point. Donc ça, c'est un petit paramètre. Le pré-AF, bien vérifier qu'il est sur off pour ne pas avoir des mises au point intempestives et le régler uniquement quand vous appuyez sur le bouton. Une option du HDR4, c'est le choix de la couleur du cadre de mise au point, puisqu'elle était grise sur la plupart des générations, mais à partir du A9.2, A9 et HDR4, on peut choisir en blanc ou en rouge pour avoir un illuminateur qui est beaucoup plus visible la plupart du temps. Ensuite, une question que j'avais eue sur la circulation du point focal. Alors, qu'est-ce que c'est? Quand vous avez votre zone de mise au point ici, si la circulation est active, quand on atteint la droite, eh bien, il recircule à partir de la gauche. La même chose pour de haut en bas. Donc ça, c'est une option qu'on a sur les dernières générations qui permet, si on doit rapidement aller de l'autre côté, ben, on peut passer du bord droit au bord gauche directement. Ça, c'est cette option circulation du point focal. Alors, quelque chose aussi à régler, c'est les ISO automatiques pour dire quelle est la plage qui vous convient. Est-ce que vous voulez la plage complète ou au-delà de 6000 ISO, pour vous, c'est le maximum que vous tolérez et donc il y a moyen de réduire. Moi, je dirais jusqu'à 12 800 ISO, je le laisse aller en ISO auto. Au-delà, je préfère le régler moi-même. Et en ISO auto, je le laisse à 100, qui est la sensibilité nominale. OK. Voilà. Alors, est-ce que j'ai tout couvert? Toutes les autres options, on n'a pas besoin d'y toucher pour l'instant. Alors, le mode des héros, qui est un mode Dynamic Range Optimization qui permet de déboucher les ombres, c'est surtout utile en JPEG. Donc, si on shoot en RAW, c'est un mode qu'on peut mettre sur Off pour gagner un peu de temps de processing, pour éviter de surcharger inutilement le processeur du boîtier. De toute façon, le DRO ne sera jamais appliqué au RAW, donc on peut le laisser sur Off la plupart du temps. Voilà. Donc ça, ce sont des paramètres qu'on laisse. Voilà pour caméra 1. On va aller maintenant en 2. OK, donc le second onglet, c'est principalement la vidéo, les fonctions communes. Par défaut, je ne crois pas qu'on soit en 4K, donc moi j'ai choisi du 4K 60 mégabits. Si vous voulez le maximum de qualité, vous pouvez passer à du 100 mégabits. Je laisse en général tous ces paramètres en standard. Un petit truc, déclenchement sans objectif, il faut le mettre plutôt sur activer. Si comme moi, vous utilisez pas mal d'objectifs anciens ou purement manuels, certains objectifs sont sans contact électronique. Et dans ces cas-là, le boîtier ne va pas déclencher, sauf si ce paramètre est activé. Donc, si vous utilisez une veille optique avec un adaptateur, il faut absolument que ce paramètre soit sur activé. N'oubliez pas non plus ce paramètre-là, déclenchement sans carte mémoire, à le mettre sur désactivé. Si vous avez oublié de mettre une carte mémoire,
Ça vous évitera de faire tout un shooting et après de voir que vous avez malheureusement oublié la carte mémoire. Les options zoom, non. Oui, le bouton DISP permet en fait d'enlever toute une série d'affichages qui ne sont pas nécessairement utiles. Si par exemple l'histogramme, vous n'utilisez pas, vous pouvez enlever l'affichage graphique, l'affichage avec toutes les infos pour que quand vous cliquez sur la touche O, la permutation des informations affichées ne permute que dans les 2-3 modes qui vous intéressent. Okay, donc ça, c'est quelque chose à faire. Par défaut, tout est activé. Il faut enlever les modes qui ne vous intéressent pas pour gagner en vitesse et en ergonomie. Je crois que c'est aussi important de noter que par défaut, pour des nouveaux caméras, l'option de désactiver l'écran, c'est pas mis. Hein. Donc, par défaut, il faut attribuer. Ouais. Ce qui permet d'avoir que le viseur électronique à l'œil et l'écran arrière pourrait être donc complètement désactivé si on veut rester noir et ne pas s'allumer en permanence. Quoi. Voilà. Il y a le même genre de réglage pour le viseur électronique. Il y a aussi toute une série de modes qu'on peut supprimer en fonction de vos envies. Donc revenons en arrière. Moi j'aime bien avoir la règle des tiers. Donc j'affiche le quadrillage règle des tiers. Mais si vous préférez ne rien avoir dans le viseur, vous pouvez le mettre sur off. Alors, guide paramètres d'exposition, c'est une option, je crois maintenant qui est off par défaut, mais qui était parfois on. Donc, c'est aussi un paramètre qui vous montrera si vous êtes surexposé ou sous-exposé, mais qui dérange plus à l'écran pour moi qu'autre chose. Donc, je l'ai mis sur off par défaut. Ah oui, une option très utile, la longueur de prise de vue en continu. Assez utile quand on fait de la rafale. Alors l'option à utiliser, c'est afficher uniquement pendant la prise de vue. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on fait de la rafale, il y a un certain buffer. Donc selon les boîtiers, le buffer est de 20, 50, 100, 200 photos. En activant cette option, quand on fait des rafales de manière régulière, il affichera dans le viseur le buffer et donc on verra si le buffer se vide et qu'il ne nous reste plus beaucoup de photos ou si le buffer se vide parce que les photos sont écrites sur la carte mémoire et qu'on a de nouveau assez de buffer pour faire une rafale. Donc c'est quelque chose qui va s'afficher ici uniquement quand on fera les rafales et qui montre l'état du buffer. Quand on fait pas mal de photos d'action, c'est utile de savoir où on en est pour ne pas se retrouver bloqué à des moments critiques et de pouvoir gérer un peu le buffer qui reste. Donc, c'est une option à activer. L'affichage instantané, selon les boîtiers, il était affiché à on par défaut. Moi, je préfère sur off, vu que ce qu'on voit dans le viseur sera ce qui sera également enregistré, ce qui est l'avantage des hybrides. Revoir directement la photo, pour moi, ça coupe, je dirais, la prise de vue. Et donc, si je veux vraiment revoir une photo rezoomée, j'appuie sur le bouton play. Je ne veux pas d'affichage instantané. Donc, c'est une fonction que je mets sur désactiver par défaut. Ensuite, on va trouver tous les menus pour personnaliser le boîtier. Je vais couvrir ça dans le prochain chapitre, donc je n'en parle pas pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Signal sonore sur off pour ne pas avoir de petits bips à chaque fois. Ça, vos voisins vous remercieront et vous serez beaucoup plus discret. Voilà, on va passer maintenant au menu réseau. Ouais, ici. Donc, dans les menus réseau, on a toute la connectivité avec le smartphone qui est à faire une seule fois.
la connectivité Bluetooth et certains choix, par exemple, quand on va vers le smartphone, est-ce qu'on veut envoyer une taille réduite ou la taille complète? Okay. Les réglages Wi-Fi Bluetooth se fait avec un QR code en général. C'est fait une fois pour toutes. Quelque chose d'important, c'est ce réglage liaison info emplacement. Les boîtiers maintenant n'ont plus de GPS intégré. Pourquoi? Parce que ça pompe pas mal de batterie et grâce à cette liaison Bluetooth qui existe maintenant pour tous les boîtiers récents, le boîtier peut incorporer le GPS de votre smartphone directement dans le RAW, le JPEG de vos images. Donc, si vous faites pas mal de voyages, c'est très utile. Vous aurez toutes vos photos qui seront géotaguées automatiquement. Donc, pensez à faire ce réglage de nouveau une fois pour toutes et les images prendront automatiquement les coordonnées GPS de votre smartphone, ce qui permettra de savoir où vous avez été, où vous avez pris la photo. Okay. Et les menus grisés, c'est normal. Il faut d'abord faire la connectivité Bluetooth et ne pas être sur mode avion, etc. Donc, si on n'a pas fait la connexion Bluetooth avec son smartphone en prérequis, si on est en mode avion, l'option sera en grisé. Oui, parce que Joël Verbrugge a proposé cette question à propos de réglages liés à info emplacement. Le sous-menu sont tous grisés chez moi. C'est ça. Donc, il faut d'abord faire les réglages Bluetooth à parier et après, ça va s'activer. Elle a dit, je n'étais pas en mode avion, mais ma dernière connexion était avec la A9. Il faut donc le refaire chaque fois avec le dernier bouton utilisé. C'est une seule connectivité à la fois, je crois. On ne peut pas avoir 5 boîtiers connectés en même temps. OK. Alors, continuons. On va passer au menu affichage. Donc là, je trouve c'est affichage comme groupe. Si on fait beaucoup de rafales, on a parfois des centaines de photos ou des séries de 20 ou de 30, et l'affichage comme groupe fait que toutes les rafales sont groupées dans une seule entrée. Il faut appuyer sur Enter alors pour voir le contenu de la rafale. Mais ça évite de devoir naviguer sur des centaines et des centaines de photos et ça permet d'aller rapidement de rafale en rafale. Donc ça, c'est une option à bien garder sur On, surtout si vous faites du sportif, pour naviguer plus facilement. Aussi, rotation d'affichage, je ne sais plus quel est le défaut, mais il faut bien le mettre sur Off, sinon une photo prise en mode portrait va s'afficher normalement, mais donc ne va occuper qu'un tout petit bout de l'écran. Moi, je préfère qu'elle occupe le maximum de surface écran et donc empêcher la rotation automatique. Comme ça, j'ai la photo en grand. Alors, passons au menu réglage. Alors, luminosité d'écran. Là, je ne peux pas le faire parce que je suis connecté en HDMI pour cette conférence, mais d'habitude, je le mets en +1 ou en mode soleil pour bien voir à l'extérieur. Donc, ça règle la quantité de luminosité de l'écran. Et cette fonction-là, je l'ai mis en raccourci parce que c'est une fonction que j'utilise souvent. Également, je sais ce que je fais, donc je veux que le défaut, quand je veux faire un delete, soit directement sur effacer et ne pas devoir à chaque fois que le défaut soit sur annuler l'effacement. Donc, je me mets sur effacer par défaut. Donc qualité d'affichage pour le viseur sur élevé. Un instant, Marc. L'heure de début d'économie d'énergie, je l'ai mise par défaut sur 5 minutes pour ne pas avoir le boîtier qui se met en veille à chaque fois. Température hors tension automatique, ce qui permet en fait le boîtier peut chauffer un peu plus
et donc permet de faire des vidéos plus longues. Donc, on autorise d'avoir un peu de surchauffe vidéo, ce qui permet de ne pas avoir le boîtier qui met des warnings comme quoi il est trop chaud et qu'il va bientôt s'éteindre. En le mettant sur une température élevée, le boîtier sera un peu plus chaud, mais la durée d'enregistrement sera plus longue. Fonctionnement tactile sur ON, ce qui permet sur l'écran arrière de faire une mise au point, par exemple, ou de déplacer le col illuminateur juste avec le pouce en ayant l'œil fixé sur le viseur. Dans le mode... Ok, je vais repasser à ce mode-ci alors. Voilà, comme ceci. Merci. Alors, dans le mode tactile, il y a soit on peut avoir uniquement l'écran arrière en tactile, soit mais alors sans mettre l'œil sur le viseur, soit le mode pavé qui est avec le viseur. En mode pavé, en fait, on doit choisir quelle est la zone qui est active. Donc, quand son œil est collé au viseur, on a le nez sous le boîtier et le visage qui occupe en général la moitié de l'écran. Et donc, on restreint la zone tactile à un tiers à droite ou un quart à droite du boîtier. Ce qui permet donc, si j'ai un boîtier ici et que j'ai l'œil, de quand même bouger le collimateur juste avec le pouce. Donc ça, c'est un réglage assez utile du fonctionnement tactile à régler. Mais essayez, voyez ce qui vous convient. Ok. Alors, ça se fait une fois. Une information également à ne rentrer qu'une seule fois, ce sont les informations de copyright pour pouvoir mettre le copyright automatiquement dans vos photos. Un réglage important qu'on trouve ici, c'est le réglage des supports d'enregistrement. Moi, personnellement, je préfère avoir les photos sur la carte 1 et les vidéos sur la carte 2. Mais il y a une multitude de possibilités. On peut enregistrer, si on fait une prestation payante en mariage, c'est de travailler en double, donc de faire de l'enregistrement simultané sur les deux cartes en permanence. Ou pour ceux qui font du haut du JPEG, de séparer les deux. Donc là, c'est à configurer selon vos préférences. Photo sur une carte et vidéo sur l'autre. Ce qui me permet de prendre ma carte la plus rapide pour la photo et de mettre une carte standard pour la vidéo. Une petite option à activer par défaut, c'est commutation automatique du support sur ON. Comme ça, si une carte est pleine, même si vos réglages disent photo sur un, vidéo sur l'autre, si la carte 1 est pleine, il va quand même écrire sur la deuxième et vous n'allez pas être bloqué. Donc ça, c'est une option assez utile à faire, à activer. Alors, une option qu'on retrouve uniquement sur le CTR4 et le A92, je crois, c'est le réglage à régler les noms pour la photo. Et si vous avez plusieurs boîtiers, moi je n'ai pas laissé le DSC par défaut, j'ai donné un préfixe, il a toujours été 3 lettres. Par exemple, j'ai dit, j'ai un A7 et un A9, donc j'en ai un, j'ai prénommé 7 marque à la def, MA, et l'autre c'est 9 MA. Comme ça, je sais sur quel boîtier ça a été pris directement. Vous pouvez lui donner à chaque boîtier un préfixe unique, et quand vous avez chargé vos images, vous savez exactement avec quel boîtier ça a été pris. Si vous avez un 7R3 et un 7.3, vous pouvez mettre 7 et 7R, par exemple, pour les distinguer l'un de l'autre. Donc ça, c'était assez utile. Et pour la vidéo, on peut donc, sur les précédents boîtiers, chaque fois qu'on reformatait la carte, on revenait à C1, C2, C3, C4.
ici, pour la vidéo, à partir du 7R4, on peut enfin avoir une incrémentation continue qui donc va aller jusqu'à 9999 et puis revenir à 1 par clé, et on peut choisir le format du nom de fichier. Donc ici, j'ai choisi la date plus un titre, 7R4, pour savoir que ça a été filmé avec le 7R4, et un numéro de série de la vidéo en 4 chiffres. Donc voilà, ça c'était pour les paramètres à régler une seule fois. Je vais maintenant couvrir la personnalisation du boîtier. Et donc là, je vais retourner. Donc la personnalisation du boîtier se fait ici. Donc ce sont les options touche perso, réglage menu fonction, etc. Donc on peut régler et configurer tous les boutons quand on est dans le mode photo. En mode vidéo, c'est-à-dire bien avec la molette du dessus réglée sur vidéo, on peut régler d'autres paramètres. Et finalement, on peut réassigner les boutons en mode display. Koen, tu es vraiment en mute. Hein, donc, passons sur la configuration donc, photo. Je vais passer ici. Voilà. Donc, en C1, j'ai mis le focus mode, c'est-à-dire le fait de savoir si c'est AFS ou AFC ou DMF, etc. Ce qui me permet de permuter rapidement en mode AFC quand je fais de la photo d'action ou de portrait. Mais si je fais la photo d'objet, parfois je préfère me remettre en AFS pour avoir une mise au point ciblée. En bouton C2, pour les 7.3, les 7R3, je recommande le Focus Area, donc qui permet de choisir entre le Flexible Spot, zone large, etc. Mais pour le 7R4, si vous vous souvenez, je vous avais parlé. Donc, pour le 7R4, j'ai assigné la fonction Switch Focus Area qui permet de permuter parmi les modes qui restent. Donc, je vais vous montrer ça directement. On va passer ici. Donc, en C1, donc j'ai les AFS, AFC, etc. Et en C2, vous voyez, il permute de mode. Je n'ai pas à choisir. Comme j'ai désélectionné la plupart des modes, je n'en ai plus que 3. En appuyant rapidement, ça me permet de permuter dans les différents modes. Et donc, ça permet d'être plus efficace que de devoir sélectionner à chaque fois la zone de mise au point. Donc ça, c'est ce que j'ai assigné en C2. Maintenant, passons à l'arrière. Donc, la molette, la roue, je l'ai mis à note 7, c'est-à-dire non assigné. Certains aiment bien mettre ISO dessus, mais j'ai constaté que souvent, par inadvertance, je faisais rouler la molette et donc ça déréglait l'appareil. Donc, comme elle est assez sensible, je préférais la mettre, ne pas utiliser en fait la molette du tout. En le bouton 2, qui est donc le bouton AEL, maintenant, avec les dernières versions où il y a le IAF en continu, on n'a plus besoin d'appuyer sur un bouton pour qu'il fasse l'IAF, mais par contre, parfois, l'œil qui est sélectionné n'est pas celui que je veux. Donc, j'ai mis sur le bouton AEL le switch pour lui dire, pour permuter entre l'œil gauche et l'œil droit. Donc ça, c'est un choix personnel. Une autre fonction extrêmement utile, c'est le ISO Auto Minimum Shutter Speed. Donc, quelle est la vitesse d'obturation minimum à utiliser? Et ça, je l'ai assigné donc sur le bouton AF On. Il faut savoir, par exemple, que sur le A7R4, pour quelque chose de parfaitement net, il faut quasiment au moins un 250e pour du portrait. Et donc, j'ai
mis. Je vais passer ici. Voilà. Mon réglage est 1/250e, mais si je fais quelque chose de statique, je peux descendre à 1/125e ou 1/60e. Ce qui m'assure, par exemple au portrait, que le boîtier va augmenter les ISO jusqu'à ma limite, qui est donc de 12800 ISO, mais en respectant cette vitesse minimum, qui me permettra d'avoir quelque chose de parfaitement net. Donc c'est quelque chose d'extrêmement utile à avoir. Sur un A7 III, 1/125e, ça suffit. Avec 24 millions de pixels, on n'a pas besoin d'avoir des vitesses très élevées. Donc, un 250e, c'est vraiment pour le A7 IV. Le bouton C3, donc, qui est à gauche, je lui ai assigné la fonction de Silent Shooting. Et le bouton C4, le Focus Magnifier, donc le zoom qui permet de zoomer dans l'écran pour la mise au point. Ce mode-là est très utile en manual focus, qui est, quand vous avez des objectifs manuels, ça vous permet d'avoir une mise au point précise. Mais il faut savoir que ce mode fonctionne également en mode AFS, pas en AFC. Si on veut faire une mise au point extrêmement précise pour de la macro sur un objet ou sur le détail d'un objet, on peut zoomer dans la scène et quand même garder et faire la F sur un point extrêmement précis. Donc j'active ce Focus Magnifier qui permet de choisir très très précisément la zone de mise au point ou quand je fais de la mise au point manuelle pour vérifier ma mise au point. Le réglage est le même plus ou moins en vidéo, mais en vidéo, là, j'utilise quand même la roue codeuse pour mettre les ISO, ce qui me permet de changer l'ISO de manière continue sans à-coup, puisque sinon, les ISO sont comme par défaut sur la touche droite, et en appuyant dessus, fait bouger l'appareil en vidéo. Donc en vidéo, j'aime bien avoir la roue qui permet de changer les ISO si nécessaire sans à-coup. J'ai également assigné au bouton AF On le switch en APS-C, ce qui me permet de faire un zoom en vidéo en appuyant sur un bouton, puisque là, je n'ai pas besoin trop du ISO auto minimum shutter speed. Donc, j'ai choisi d'assigner ce switch que j'utilise parfois en vidéo au bouton AF On. Le bouton donc Silent Shooting, qui n'est pas utile en vidéo, là, je lui ai assigné le Audio Rec Level pour pouvoir régler le niveau audio d'enregistrement. Comme c'est un menu qui est assez similaire en photo-vidéo, mais les fonctions inutiles en photo disparaissent et sont remplacées par des fonctions plus spécifiques vidéo. Okay. Et donc, ici, où est-ce que je suis là? Pardon. Donc, c'est pour ça qu'il y a touche perso photo et touche perso vidéo. Quand vous ne mettez rien, c'est suivre le réglage perso en photo, mais on peut l'overrider, donc le remplacer par un réglage qui ne sera actif qu'en vidéo. Donc c'est pour ça qu'on a cette entrée pour régler pour le mode photo et pour le mode vidéo. Passons à la suite. Ouais. Alors, ici. Alors, joystick. En appuyant dessus, j'ai laissé la fonction par défaut qui est Focus Standard, qui permet de recentrer le collimateur. Donc, si votre collimateur est en haut à gauche, n'importe où, en réappuyant dessus, ça permet de le recentrer et de le retrouver ou d'être très rapidement au centre. Le bouton central au milieu de la roue, j'ai choisi de l'assigner au switch entre l'AF et le MF. C'est un réglage que personnellement j'aime bien, qui me permet
pour certaines mises au point précises, de vérifier les ISO. En flèche droite, j'ai laissé les ISO standards et à gauche, j'ai laissé le paramètre standard qui est le mode entraînement normal, entraînement rafale, etc. Par contre, la flèche du bas, je l'ai réassignée aux définitions d'effets activés ou désactivés. C'est un mode qui est très utile, surtout en studio, puisque en studio, on est en mode manuel, et là, il faut absolument soumettre sur définition d'effets désactivés pour pouvoir shooter avec des flashs externes. Donc, c'est un paramètre, comme je fais pas mal de studios, que j'utilise souvent, que j'ai donc assigné à la flèche du bas. Alors, le fameux bouton qui existe sur certains objectifs, qu'on retrouve sur certains objectifs Sony haut de gamme et les plus récents, certains G, mais aussi sur certains Sigma maintenant. On a un petit bouton sur la gauche, parfois 2 ou 3 boutons selon les modèles. Par exemple, le 70-200 GM a plusieurs de ces boutons, selon qu'on le tient à la verticale ou l'horizontale. Sur le A7R4, qui a 60 millions de pixels, moi, je lui ai assigné le bouton APS-C Full Frame, donc la commutation en mode APS-C ou pas, ce qui me permet, si je veux n'avoir que 26 millions de pixels au lieu des 60, ou d'avoir un zoom directement à la prise de vue, d'avoir ça. On peut y assigner également la commutation entre l'œil gauche et l'œil droit, ou le Recall Custom Hold, qui est le rappel personnel maintien, qui est en fait un mode qui permet de basculer immédiatement dans un certain réglage. Donc, j'expliquerai ça plus en détail, mais grosso modo, si on est en mode, par exemple, AFC, mais vue par vue, en mode spot flexible, si on a tout à coup un sujet qui passe devant et qu'on veut switcher en rafale, on peut configurer un mode où, en maintenant un bouton, on passe immédiatement en mode rafale, collimateur large, etc. Donc, on peut configurer un bouton qui passe tant que ce bouton est appuyé sur un certain mode qui est complètement différent de la configuration standard. Mais ça, c'est quelque chose qu'on verra en détail dans le webinaire sur l'autofocus, puisque c'est une fonction assez avancée quand on a besoin rapidement de passer d'une configuration à l'autre, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Alors, pour les boutons, c'est fini. On va passer maintenant au menu FN. Alors, le CDR4 a une particularité, c'est qu'il permet d'avoir un menu FN différent en photo et vidéo. Sur le CET3, le CTR3, on a un seul menu FN, quel que soit le mode. Avec le CTR4, il y a moyen de démultiplier les paramètres et donc d'avoir un menu spécifique en photo et un menu en vidéo. Donc, pour la photo, j'ai remis la commutation APS-C full frame. J'ai également, je vais passer ici. Okay, on va faire ça comme ça. Voilà, j'ai la commutation les yeux des animaux ou des humains. Alors, un petit truc, quand vous êtes en FN, donc on peut naviguer pour choisir l'option avec le joystick ou avec la roue, mais en utilisant la molette avant ou la roue, il y a moyen de changer l'option. On n'a pas besoin de faire Enter, d'utiliser le collimateur, etc. La molette avant ou la roue permet de choisir l'option qu'on veut. OK? Donc ça, c'est très facile. Par exemple, ici, vous voyez, je peux très facilement et très rapidement changer. Il n'y a pas besoin de faire Enter et puis de faire haut, bas. Il suffit d'utiliser la molette avant pour changer l'option. Donc, revenons ici. Un mode que j'utilise
pas mal pour le portrait, c'est le mode priorité ouverture. Donc, c'est un mode particulier, de nouveau, je crois, au 7R4, qui permet de prioriser la vitesse de mise au point. Donc, spécialement quand on est en studio, par exemple, en basse lumière, on doit shooter à f8, mais si on veut que la mise au point se fasse quand même à grande ouverture, donc si je me remets ici, voilà, les deux options sont standard, silent, ça c'est pour certains objectifs, pour être silencieux à la mise au point, mais si on fait standard, par exemple si on est à f8, il va faire la mise au point réellement à f8, et si on n'a pas assez de lumière, ça peut être un peu plus lent. Donc il y a une option pour optimiser la vitesse de mise au point qui est AF Focus. Donc ça, c'est une option assez utile sur le 7R4. D'autres réglages sur la sensibilité de l'AF, donc la quatrième option. Également sur les styles créatifs. Si on est en RAW, ce n'est pas très utile, mais parfois, si je sais que je vais faire du noir et blanc, j'aime bien avoir le viseur en noir et blanc pour me rendre compte de la scène en noir et blanc, donc je bascule parfois en noir et blanc, même si je sais pertinemment que le RAW sera en couleur, mais ce qui me permet de mieux composer ma scène en noir et blanc. Ensuite, j'ai mis les fonctions de picking, donc d'intensification qui sont utiles avec les objectifs manuels, pour augmenter ou diminuer le niveau de picking. Donc, selon l'ouverture, parfois, il y a trop de zones qui sont affichées en picking. Moi, j'ai choisi en jaune. Et donc, il y a moyen de régler l'intensité du picking dans ce réglage. En réglage du bas, j'ai mis tout ce qui était flash. J'utilise assez régulièrement les flashs sans fil, donc les corrections d'exposition flash. Donc, tous les paramètres flash, je les ai mis là. Les réglages de stabilisation, quand j'utilise une optique manuelle, qui est vraiment entièrement manuelle, ça me permet de mettre quelle est la longueur focale de cette optique manuelle pour quand même bénéficier d'une bonne stabilisation. J'ai laissé la balance des blancs, même si elle est peu utile. En vidéo, j'ai changé certains paramètres. J'ai par exemple le niveau d'enregistrement, les fameux picture profiles que je vais expliquer, le gamma assist que j'expliquerai aussi tout à l'heure. Et par contre, j'ai relaissé l'option des RAW qui permet quand même de déboucher les ombres en vidéo, puisque là, ce n'est pas du RAW, c'est une vidéo continue, donc ça permet quand même d'optimiser la scène en vidéo. J'ai également, c'est le petit assuré, on va le faire, qui est ici. Donc ici, c'est les zébras. Donc ceux qui tournent pas mal en vidéo savent à quoi ça sert. C'est pour afficher les zones de luminosité. Et de nouveau, les pickings, etc. Ça suit la même chose qu'en photo. Donc, une brève explication des options spécifiques vidéo. Donc, les picture profiles qui sont ici et le gamma assist. Les picture profiles, en fait, quand on filme en standard, on est en Rec 709, on a parfois pour certaines scènes très contrastées des ombres bouchées et des hautes lumières brûlées. Avec un picture profile, on peut filmer avec certains profils vidéo qui donnent une image plus plate, moins contrastée, mais dans lequel on a de l'information dans les ombres et des hautes lumières. Avec un tel profil, en post-traitement, donc c'est ce qu'on a ici en bas, on a donc une image assez plate, mais on peut faire ce qu'on appelle du grading, du post-traitement, pour avoir une image corrigée, bien calibrée, qui a récupéré beaucoup plus les hautes lumières et les ombres. Donc, c'est un peu l'équivalent, c'est pas tout à fait ça, mais du RAW. On a beaucoup plus de latitude si on est prêt à faire du post-traitement vidéo en utilisant les picture profiles que par rapport à travailler sans picture profile. Il y a plus d'une dizaine de modes qui sont fournis. Les plus utiles étant le Cine 4, le S-Log 2 et le Hybrid Log Gamma qui est pour faire
qui est une sorte de HDR. Donc ça, ce sont les 3 modes les plus utilisés. Mais pour entrer plus en détail sur ce sujet, c'est le sujet d'un webinaire complet, rien que là-dessus. Mais donc, c'est une option que j'ai mis dans les menus FN pour pouvoir l'activer dans certaines vidéos que je fais. Alors, reste le My Menu. Donc, le My Menu, j'y ai mis une série d'options que j'utilise moins souvent, mais qui sont quand même assez utiles. Notamment, pouvoir régler les custom keys. En menu 2, pouvoir formater la carte mémoire, changer les réglages de sur quelle carte j'enregistre, la 1, la 2, séparer les vidéos, etc. Les réglages pour tout ce qui est PC Remote, donc contrôle à distance, le mode avion pour le GPS. En menu 3, j'ai remis les réglages de vidéo, si je veux repasser en Full HD plutôt que de la 4K, etc. Et tous les réglages d'AF vidéo, je les ai mis en menu 3. En page 4, les fonctions tactiles, l'obturateur de premier rideau électronique. Donc, dans certains cas très pointus, on veut pouvoir désactiver l'obturateur de premier rideau électronique qui est on par défaut. C'est bien de le laisser à on par défaut parce que l'appareil est plus rapide, il est moins bruyant, il est plus responsive, mais dans certains cas, en shootant à f1.4 à 1 8 millième, on peut avoir des effets sur les ronds de bokeh qui sont un peu tronqués et donc dans certains cas très précis, c'est bon de pouvoir le désactiver. J'ai également, on a une option dans le CDR4 qui est de pouvoir sauvegarder ces paramètres que j'ai mis là. Et finalement, en menu 5, certaines fonctions comme le pixel shift, l'intervallomètre, le mode cleaning, le mode nettoyage donc du boîtier qui fait vibrer le capteur pour enlever les poussières. Donc ça, c'est ce que j'ai mis dans ce My Menu. Et avec cette configuration-là, je ne jamais dans les menus complets puisque j'ai tout à disposition, soit sur les boutons, soit dans FN, soit dans le My Menu. Je ne dois plus jamais aller extrêmement rarement, peut-être une fois tous les 3-4 mois, dans les menus complets. Alors, il existe certaines fonctions spéciales sur lesquelles j'ai reçu des questions. Les micro-réglages AF, Phase Detect Area, Eye Start AF. Toutes ces fonctions-là sont des fonctions qui sont uniquement utiles quand on met des anciens objectifs en monture A, parce que ce ne sont des fonctions qui ne sont compatibles qu'avec l'adaptateur 3 ou 4 avec les anciennes optiques réflexes Sony. Donc, pour la plupart d'entre vous, ce sont des options inutiles, vous pouvez les oublier. Alors, la fonction rappel personnel maintien, je vous l'ai brièvement expliqué, ça permet de changer de configuration principalement à F sur un clic de bouton et la configuration reste active uniquement pour le maintien de ce bouton. De nouveau, je l'expliquerai plus en détail dans le webinaire sur l'autofocus. Alors, il existe également des modes mémoire. Vous pouvez configurer votre boîtier différemment et rappeler les paramètres avec la molette ici au-dessus pour mettre les modes 1, 2, 3. C'est quelque chose que je n'utilise pas très souvent puisque ma config de base me permet de tout faire. Mais si vous changez complètement de configuration, vous pouvez sauvegarder vos paramètres dans les modes mémoire. Alors, il reste une option. Donc, si vous changez souvent de boîtier, vous avez un boîtier de prêt, sur le CTR4, le A92, on peut sauvegarder tous ces paramètres, enfin 90% en tout cas, sur une carte mémoire, l'insérer sa carte mémoire dans un nouveau boîtier de prêt, par exemple, et restaurer tous les paramètres. Et donc, pour info, sur ce lien-ci, que je vous laisse copier, mais qu'on vous redonnera,
vous avez ma configuration, vous avez mon petit fichier de configuration. Si vous le mettez sur une carte mémoire, vous le chargez sur votre AC4, vous aurez ma config. Okay. Une des dernières options de configuration, mais que je n'ai jamais utilisée, qui est vraiment, parce qu'on a déjà assez avec tout le reste, c'est la personnalisation des molettes avant-arrière et de la roue. On peut encore avoir plus de personnalisation, mais personnellement, je trouve que ça devient trop d'options et on ne sait plus qu'est-ce qu'on a configuré sur quoi. Donc, c'est une fonctionnalité que je n'utilise pas vraiment. Au Au revoir revoir. à tous.